Florence Berthoud, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Alors, on va parler politique politicienne, bien sûr, on va parler de la droite, des LR, mais on va d'abord parler de la rentrée scolaire. C'est aujourd'hui la rentrée. Vous êtes d'ailleurs sur le terrain ce matin, c'est pour ça que vous n'êtes pas en studio avec nous. Quelles sont vos inquiétudes majeures pour cette rentrée ? Comme tous les parents et puis comme tous les directeurs et les directrices d'écoles et d'établissements, c'est est-ce que chaque classe va bien avoir un professeur en face d'elle. C'est le cas dans le 5e arrondissement ? Toutes les classes, a priori, j'ai fait une grande tournée, vous l'imaginez, toute cette semaine et la semaine dernière. Le recteur m'a affirmé que chaque classe aurait bien un professeur. Il y a des efforts qui sont faits, très notables pour les former. 80% quand même des contractuels, faut quand même le rappeler, ont fort heureusement déjà enseigné, mais enseigner, c'est un vrai métier. Donc, je préférerais qu'on recrute plutôt que faire qu'on recrute. Je préférerais avoir des enseignants non contractuels. Ça, c'est une évidence. Mais il faut se poser la question pourquoi on a de moins en moins d'enseignants. Pourquoi c'est un métier qui n'attire pas. Alors, on voit bien qu'il y a la dimension salariale et la dimension conditions de travail. Est-ce que le gouvernement a fait tout ce qu'il devait pour justement attirer des vocations ? Écoutez, oui, il y a eu beaucoup d'efforts, d'énormes efforts qui sont faits, notamment il va y avoir des efforts qui ont jusqu'à présent été notoirement insuffisants en termes de rémunération. Et puis, il faut peut-être aussi que tous les élus, toutes les collectivités, nous aidions et nous accompagnons aussi ces enseignants pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire les loger, leur donner un complément de rémunération ? Je pense, non, un coût de rémunération, d'abord, je suis pas sûre que ce serait très légal, mais effectivement, les aider à se loger. Vous savez que les maires d'arrondissement, nous sur Paris, on a très peu de moyens, très peu de logements, mais quand j'ai des demandes de personnes qui sont profs, qui d'ailleurs sont au service de déploiement. Eh bien, je les regarde avec évidemment une bienveillance toute particulière, étant entendu que ce sont des commissions d'attribution logement qui attribuent ces places. Le sujet est encore plus prégnant pour les crèches. On va peut-être également aborder ce sujet. Tout à fait. À Paris, c'est une problématique encore plus tendue qu'ailleurs. À Paris, c'est beaucoup plus tendu. Moi, j'ai la chance d'avoir un des arrondissements, sinon l'arrondissement qui a le plus de places en crèche par habitant. Ça n'empêche que à la rentrée là, il y a 200 berceaux sur l'ensemble de mes crèches qui vont être vides. Donc, aller expliquer à une maman. C'est souvent les mamans qui sont concernées quand il n'y a pas de place en crèche et qui vont se mettre à tiers-temps, à mi-temps, on ne peut pas accueillir son enfant, non pas parce qu'il n'y a pas de place, mais parce qu'il n'y a pas de personnel. C'est très difficile. Alors on jongle. On travaille beaucoup avec les directrices parce que il y a des manières d'essayer d'occuper un peu plus de berceaux, demi-temps, pour un enfant, ça permet d'occuper un berceau, mais il faut là encore que les conditions soient beaucoup plus attractives. Alors à Paris, le sujet pour le personnel et dans toutes les grandes métropoles, c'est très clairement le logement. Parce que vu le coût de logement, eh bien, si vous voulez, une péricultrice ne peut pas se loger. Et le personnel des crèches, qui a des salaires en règle générale extrêmement modestes, si on ne les aide pas au logement, avoir un logement, eh bien, on n'arrivera pas à attirer du personnel dans nos structures d'accueil de la petite enfance. Moi, j'ai fait beaucoup de propositions à la mairie de Paris pour que un pourcentage des logements sociaux soient réservés, avec évidemment des commissions pluralistes qui attribueraient les places, mais soient réservés au personnel dans les crèches. C'est le bon sens. Dans certains quartiers, je pense au 19e arrondissement ou bien à la Seine-Saint-Denis, les élèves de confession juive sont confrontés régulièrement à l'antisémitisme. Est-ce qu'on doit se résoudre à les voir passer dans l'enseignement confessionnel pour se protéger ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'État laïque et républicain doit garantir à chacune et à chacun de pouvoir exercer librement sa religion et d'avoir la religion de son choix. Les enfants, c'est souvent la religion qui est dans la famille, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça passe
par aussi un enseignement dans les écoles, un enseignement de nature civique qui permettent aux élèves de comprendre ce qu'est l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, et puis il faut sanctionner. Mais quand on voit l'imam Iqiyoussen qui échappe à la police, qui a mis des années à être expulsé, qui finit par disparaître, on a l'impression que la sanction, ça marche pas. Ben, c'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème d'abord d'une législation qui a eu beaucoup de trous dans la raquette, et puis d'une espèce de lâcheté collective et individuelle. On en arrive là, les actes antisémites ont augmenté. Donc, à chaque fois qu'il y a des drames, évidemment, tout le monde se rassemble défile, pousse des cris d'orfraie. La réalité, c'est que l'antisémitisme, dans un grand pays de liberté comme la France, ne recule pas. L'autre dossier qui pèse sur les parents d'élèves et surtout les Français aujourd'hui, c'est l'inflation. Est-ce que, dans votre arrondissement, ça pose des problèmes, la hausse des prix aux parents pour leur vie quotidienne ? Ça pose des problèmes à tout le monde. Pour les familles modestes, bien sûr. Vous avez vu les dernières études de Famille de France. C'est le panier, c'est entre plus 4 et plus 5%. Avec des postes comme la papeterie qui peuvent augmenter de plus 15%, et puis aussi un poste dont on parle moins, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a institué un chèque de 50 € que je trouve être une excellente initiative pour faciliter l'adhésion à des clubs sportifs pour les enfants, parce que la réalité, c'est que le sport et les tenues de sport ont augmenté de manière tout à fait considérable. La rentrée de l'inflation, c'est aussi pour les Parisiens le stationnement des 2 roues qui devient payant. Oui. Vous approuvez cette mesure ? Alors, franchement, que des 2 roues polluantes ne paient pas de stationnement, ça n'était pas tout à fait logique. Donc, c'est moins la mesure, ou le principe, si vous voulez, de la mesure, que la radicalité que je conteste et son caractère totalement illisible. Parce que vous payez, quand vous avez un 2 roues, que vous payez la moitié du prix du stationnement d'une voiture, en particulier dans les 11 premiers arrondissements, alors que vous occupez le quart d'une place de voiture, il y a une forme un peu de raquette. Et puis la deuxième chose, c'est le caractère illisible de cette mesure, parce que franchement, bien du plaisir à ceux qui conduisent des 2 roues motorisées. Entre le tarif résidence, on voit à peu près à quoi ça correspond, mais vous avez des tarifs visiteurs. Ces tarifs visiteurs, ils dépendent de la zone où vous êtes. Vous ne payez pas la même chose entre le 11e, et le 1er et le 11e arrondissement, puis le 12e et le 20e. Vous avez des tarifs différents dans les parkings souterrains. Tout ça est quand même assez lisible. Et puis, quand vous avez un 2 roues électrique, vous ne payez pas, et tant mieux, parce qu'alors là, on ne comprendrait rien. Je rappelle quand même qu'un des objectifs de cette mesure, outre comme d'habitude de rentrer de l'argent dans les caisses de la ville qui a beaucoup dépensé ces dernières années, un peu à tort et à travers, c'est aussi d'inciter, et là je suis d'accord, d'inciter évidemment à l'usage de moyens de locomotion qui sont peu pollueurs. Mais les 2 roues électriques, il faudra aller chercher son petit ticket véhicule propre, oui. Basse émission. Donc ça va être très très compliqué, sachant que vous aurez pas les eurodateurs prêts partout dans les arrondissements parisiens. Alors, au-delà de la question sur la dette de sa campagne qui a été remboursée, est-ce que Valérie Pécresse revient dans la rentrée politique, dans la vie politique, après son échec présidentiel ? Je pense qu'elle a aussi et surtout, je ne suis plus LR, je suis Horizon, mais je m'en suis jamais cachée, amie avec Valérie Pécresse, que je trouve être une femme très courageuse et surtout une très bonne présidente de région qui, dans sa présidence de région, est tout sauf sectaire, est très axée sur les questions culturelles et environnementales. Donc, bien sûr qu'elle aura un rôle à jouer dans les mois et les années qui viennent. Il faudra peut-être qu'elle choisisse un chemin singulier. Et la droite de la Macronie, c'est-à-dire Édouard Philippe, est-ce que son rôle, c'est d'aller chercher cette droite singulière, cette droite qu'incarnait Valérie Pécresse ?
Je pense que il y a des fondamentaux. Quand on vient de la droite, c'est mon cas, sur les questions d'éducation, sur les questions de sécurité. Mais si nous sommes un certain nombre à avoir quitté LR, c'est que nous pensions que LR, sur la question de valeurs, était en train de tourner du côté du Rassemblement national. Donc je pense que des forces comme Horizon, ce sont des forces constructives, mais qui peuvent aussi être des poils à gratter de la majorité. Les majorités monolithiques de tout temps, ça n'a jamais été bon pour la démocratie et ça n'a jamais été bon pour progresser. Les bonnes idées, ça naît du dialogue et ça naît aussi d'une forme de confrontation respectueuse les uns des autres. Alors justement, on apprend qu'Édouard Philippe ne va pas aller au Conseil national de la refondation. Il y envoie la maire d'Albi. Est-ce que c'est vraiment ça, la confrontation et le débat d'idées ? Ça, on est dans l'organisation des formations partisanes. Je me garderai bien de répondre pour lui. C'est pas la partie, je dirais, la plus excitante de la vie politique, l'organisation des partis. Ce Conseil national de la refondation, ce grand débat national que souhaite le président de la République, vous en attendez quelque chose, vous ? J'en attends des idées qui viennent de la base et dont on va tenir compte. J'ai juste une crainte partagée par beaucoup d'élus de tous bords, c'est que ce débat important ne doit pas occulter les débats nécessaires, même s'ils sont difficiles, de nos représentants nationaux au Sénat et à l'Assemblée nationale, même si je regrette que des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche aient envoyé autant de représentants à l'Assemblée nationale. Mais il y a les citoyens qui doivent participer à la vie démocratique, et puis il y a ceux qui ont été élus, et il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que s'il y a de la confusion, eh bien, ça nuit à la vie démocratique. Eh bien, Florence Berthoud, merci, bonne journée et bonne rentrée.